Monsieur, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission, bien sûr hebdomadaire, Indice, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué, bien sûr, la scène de l'économie égyptienne durant les derniers jours, bien sûr. Nous avons un sommet très intéressant, un sommet historique entre la Ligue arabe, la Ligue des États arabes et l'Union européenne. Bien sûr, c'est un sommet qui s'est tenu ici à Sharm el-Sheikh sous, bien sûr, les auspices de la Ligue arabe de l'Union européenne. Bien sûr, l'Égypte, c'était le pays hôte. Donc, il y avait un slogan très important pour ce sommet, investir dans notre stabilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont, si je peux dire, même les grandes recommandations de ce sommet? C'est ce qu'on va savoir avec les analyses et les visions de notre invité de marque, M. Fadl Baram, qui c'est un entrepreneur industriel. Vous êtes bienvenu sur Native International. Merci beaucoup pour votre présence. Si, c'est gentil. Merci beaucoup, monsieur. Donc, pour entrer dans le vif de ce sujet, dans le vif de ce sommet, je dois tout d'abord poser cette question, l'importance de ce sommet, de votre point de vue, bien sûr. Premièrement, c'est le premier sommet qui réunit les Européens d'une part, oui, avec les Arabes d'une autre part. Oui. Ce n'est plus un sommet séparé entre deux pays, un pays arabe ou un pays européen, mais ça c'est la communauté, c'est les Arabes qui se sont regroupés pour être une seule partie et discuter les problèmes du Moyen-Orient et du monde arabe avec leurs collègues et leurs partenaires européens. Toute la zone arabe et Moyen-Orient a souffert les derniers 4-5 ans, oui, politiquement, économiquement, pas de stabilité, y compris l'Égypte. Oui. Juste récent, l'Égypte, les dernières 2 années peut-être, on peut dire que, grâce à Dieu, l'Égypte a supéré le problème social, oui, et le problème de la sécurité interne, oui, soit sociale, soit économique. Et nous commençons à aller vers une stabilité pleine, grâce à Dieu. Oui, ici en Égypte. Donc vous trouvez qu'il y a une sorte d'interaction entre les deux parties, entre les deux blocs, l'Union européenne ou l'Europe en général, et bien sûr, le bloc arabe. Oui, et le bloc arabe ou ouais, la région du Proche-Orient. Et ouais, bien sûr, si on va parler même de Proche-Orient ou des pays arabes, il y a des pays arabes qui se trouvent au sein du continent africain. Donc, il y a toujours des problèmes qui sont mixtes. On oui, peut dire que c'est la Méditerranée, ce n'est pas seulement les Arabes. C'est un peu la Méditerranée, nord et sud. C'est un peu l'Afrique. Oui. C'est un peu les pays du Golfe. C'est la zone la plus chaude aujourd'hui au monde entier. Oui, donc si je peux dire, les deux côtés sont de plus en plus conscients que n'importe quel problème qui frappe n'importe quel pays, bien sûr, il y aura un impact tout à fait décisif sur les... Non seulement sur un autre pays, mais sur toute la région. Si on va voir l'Europe, je ne vais pas dire que les Arabes dépendent des Européens, non, mais je dirais le contraire. C'est l'Europe qui dépend des Arabes. Vu les immigrants qui vivent il y a des dizaines d'années à Bruxelles, en France, en Allemagne, en Angleterre, il y en a une certaine population arabe, oui, qui est déjà émigrant ou citoyen déjà européen même. Oui. Et puis, s'il n'y a pas la stabilité sur le Moyen-Orient et le pays arabe, ça va influencer aussi la stabilité et la sécurité des pays européens. Et on voit déjà les terroristes qui font aujourd'hui beaucoup de problèmes, qui créent beaucoup de problèmes, soit en France, soit en Angleterre, soit en Allemagne. Je veux dire qu'ils deviennent moins sûrs, beaucoup moins sûrs que nos pays, comme l'Égypte. Aujourd'hui, l'Égypte, elle a su commander et fermer les portes
aux terroristes et maîtriser la situation. Donc, d'après vous, en tant qu'un homme d'affaires, en tant qu'un entrepreneur industriel, vous fréquentez même les milieux des milieux d'affaires ou des hommes d'affaires, que ce soit européens, américains, italiens, ainsi de suite. C'est sûr. Vous trouvez qu'il y a une sécurité plus forte ici en Égypte qu'ailleurs? Aujourd'hui, Oui. Aujourd'hui, ce qu'on voit pratiquement sur la Terre, c'est que l'Égypte, elle est devenue un pays des plus sûrs de tous les Moyen-Orient et même de beaucoup de pays européens. Et c'est un point essentiel pour n'importe ou pour tout homme d'affaires. Ça, c'est important, pas seulement social, mais aussi investissement, aussi industrie, aussi financier. Le problème que les Européens, ils ont ouvert leurs portes à beaucoup des organisations intégralistes, surtout en Angleterre, où ils vivent libres et ils ont les affaires. Ils ont créé des bureaux et des organisations que je pense que même, eux, aujourd'hui, ils exportent. Ces gens exportent l'intégralisme vers le monde entier. Nous, l'Égypte, grâce à notre politique interne et notre gouvernement qui est fort, et grâce sûrement à l'armée qui est intervenue, on a su freiner toutes ces organisations intégralistes et on a su fermer la porte aux émigrants clandestins qui pouvaient attaquer l'économie et la sécurité de l'Égypte. Oui. Et aussi, à travers nous, il n'y a pas un point de départ pour l'Europe. Oui. Alors nous avons contribué pas seulement à la sécurité de notre pays, mais aussi on a contribué à aider les Européens à arrêter les clandestins et les intégralistes qui partent pour eux. Oui, oui. L'important de ce sommet, que c'est le premier sommet qui vient entre deux grandes zones. La zone européenne, avec toute sa culture, sa technologie, sa science, son industrie, et avec la zone des pays arabes, nous sommes forts. Les Arabes, aujourd'hui, ils sont presque 300 millions d'habitants, 250-300 millions d'habitants. Ce sont 250-300 millions de clientèle qui vont utiliser et acheter les produits européens et aussi que l'Europe trouvera dans nos pays la main-d'œuvre où elle peut compter pour investir et être au niveau international pour faire combattre et devenir avec des prix et un coût plus bas que s'ils produisent chez eux. Oui, vous avez mentionné que l'Europe, c'est l'Europe qui est dépendante des Arabes. C'est sûr. C'est d'après votre point de vue. C'est sûr. C'est sûr. Oui. Ouais. C'est sûr. Sur le plan humain, l'Europe dépend des pays arabes. L'Europe, elle est venue à ce sommet pour remplacer le rôle de l'Amérique l'Amérique est en train de se fermer dans ses murs. Un désengagement. Oui. Alors, l'Europe, elle veut remplacer l'Amérique dans le Moyen-Orient et les pays africains pour ne pas céder la place aux Russes et pour les Chinois. Parce que si les Chinois ont une grande force économique et ils sont en train de gagner même politiquement au monde entier, les Chinois, s'ils remplacent les Américains au Moyen-Orient, pour l'Europe, c'est une grande perte d'un associé arabe, d'un client arabe, d'un fournisseur arabe. L'Europe ne peut pas risquer de perdre le Moyen-Orient et les pays arabes et céder la place pour les Chinois et pour les Russes. Donc c'est un but non seulement économique, mais aussi stratégique. Je dirais stratégique, social, culturel. Je dirais aussi culturel. Le but de ces Européens de se rapprocher des Arabes. L'Europe
l'Europe a toujours influencé tout le Moyen-Orient par sa culture, par sa religion, je dirais même. L'Europe catholique a fait beaucoup pour le Moyen-Orient, a essayé beaucoup d'aider, et aussi peut-être d'aider les églises catholiques. Et maintenant, c'est les Arabes qui sont en train de passer leur culture. Comme il y avait 56 ans passés, il y avait l'Andalousie. C'était les Arabes qui ont créé la culture en Espagne. Des siècles, oui, des siècles, je veux dire, oui. Et alors, maintenant, je pense que le rôle des Arabes, il recommence. Bientôt, on aura des capitales arabes et européennes qui dépendent peut-être 60-70% de la religion musulmane. Toujours, on peut lier la religion musulmane avec les pays arabes parce que le Coran, c'est l'arabe et la majorité, ce sont les musulmans qui vivent dans le Moyen-Orient. Alors moi, je vois que la culture arabe, moi étant chrétien, quand tu me dis tu es chrétien, je dis je suis chrétien avec une culture musulmane. Parce que moi, je vis dans un milieu musulman, je suis influencé par le Coran, par mes amis, par ce que j'entends à la télé. Ça, c'est la même chose qui se passe maintenant en Europe. Aussi, les investisseurs arabes du pays du Golfe, c'est eux maintenant qui ont beaucoup d'intérêts financiers en France, en Angleterre. Alors, je dirais que c'est l'Europe qui a besoin de nous, comme nous aussi, nous avons besoin d'elle. Nous sommes, je peux dire tête à tête. Nous ne sommes plus dépendants. Nous sommes à égalité, un a besoin de l'autre. Oui. L'une des recommandations de ce sommet, bien sûr, c'était, si je peux dire, la coopération. C'est presque le seul chemin pour résoudre les problèmes communs entre les deux côtés. Ça, c'est vrai. Oui. Et, en tant qu'investisseur, un homme d'affaires, un entrepreneur industriel, qu'est-ce que ça veut dire dans le domaine de l'économie? Est-ce que plus de coopération, c'est-à-dire plus d'investissements qui vont être injectés dans la région arabe, dans la région, on ne peut pas séparer la région arabe de la région africaine. Est-ce que plus d'expertise de la part des Européens, plus de quoi, d'après vous? Moi, je vois que les Européens, ils sont en train de faire un pas pour pénétrer au point de vue technologie, sciences, investissement, culture, école. Je vois que, surtout les Français, ils ont beaucoup à offrir pour nous, les Égyptiens et les Arabes autour de nous. Je vois aussi que la sécurité que nous vivons maintenant dans l'Égypte, malheureusement, on est entouré de problèmes par la Libye, par le Yémen, par la Syrie. Et malheureusement, la main un peu des Turcs, un peu des Iraniens qui bougent et qui met les mains un peu dans ces pays pour faire plus chaud de la situation. Les Européens doivent comprendre ça et doivent mettre fin, aider à mettre fin à tous ces problèmes. Parce que ça ne peut pas être une industrie et une finance très forte quand il y a des problèmes politiques. L'Égypte, pourquoi elle a fait des bonds pour 4 milliards, elle a eu des offres pour 250 milliards dernièrement. C'est que l'Égypte, les gens, les investisseurs mondiaux, internationaux, ils ont vu que l'Égypte, il n'y a plus de sécurité. Ils sont plus sûrs avec leur investissement, avec leur argent. Un paradis, un oasis, si je peux dire, dans cette région. On ne va pas dire un paradis, on va dire un purgatoire. Encore le paradis, ça viendra. Mais déjà, un grand pas en avant, on a fait, ça c'est non, sûr. Je parle de l'Égypte aux yeux des investisseurs. Ça c'est sûr, c'est sûr. Comme vous venez de dire, et les risques d'investissement... sont minimisés. Oui. Sont minimisés. Surtout, pas seulement de point de vue sécuritaire, mais aussi de point de vue les nouveaux lois récents qu'on a eues pour la sécurité de l'investissement de l'argent que l'investisseur vient mettre et comment il peut reprendre ses gains et comment il peut bouger son argent, faire les transferts. Tout ça, c'est juste les quelques
je pense, dizaines ou douzaines de mois, et qu'on a eu des lois nouveaux. Une base législative. Vous parlez Ouais. d'une nouvelle base législative qui ont pu pomper plus d'investissements. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Nous, en faisant la livre égyptienne libre sur le marché international, c'est sûr qu'au niveau, des Égyptiens, y compris les industriels, Ouais. tous en a souffert, ça c'est sûr. Mais c'était le seul moyen pour sortir et ouvrir nos portes au monde entier. Oui, et le seul moyen même pour aider ou pour, si je peux dire, soutenir les exportations. C'est vrai. Et l'industrialisation au niveau régional, agricole. Export, tu veux dire export. Oui. Mais ça c'est vrai, mais aussi l'industrie égyptienne souffre aujourd'hui. Oui. Parce que nous, comme industrie égyptienne, on paye l'électricité, le power consumption, l'électricité, le gaz, le diesel, le pétrole, on le payait un tiers de ce qu'on paie aujourd'hui. Il y a juste 2 ans, 3 ans. Maintenant, on est en train de commencer à payer, petit à petit, ça viendrait qu'on paye le prix international. Oui. Ça, c'est un poids et une souffrance pour l'exportateur égyptien. Oui. Parce que le coût, il commence à s'élever. Oui. À s'élever, beaucoup s'élever. C'est vrai que la devise maintenant égyptienne, elle aide beaucoup à l'exportation. Mais je veux dire, il n'y a rien gratis. Oui, Chaque chose, oui. elle a un coût qu'on doit payer. Oui. Si on n'allait pas faire tous ces pas et toutes ces lois qu'on a eues dernièrement, Oui. je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile. Oui. Toujours, on parle de plus d'investissements au lieu d'aide présentée par les Européens. Je sais que vous fréquentez les hommes d'affaires, bien sûr, les milieux des hommes d'affaires, notamment les Italiens. Donc, il y a cette volonté européenne au niveau des leaders qu'il y aura plus de coopération, plus de relations économiques. Plus de partenariat. Plus de partenariat. Et cela s'explique comment, de votre point de vue en tant qu'investisseur, un homme d'industrie? Les aides européennes économiques pour le Moyen-Orient et pour les pays arabes, je pense que si ça existe encore un peu quelque chose, mais bientôt il n'y en a rien parce qu'eux, ils ont plus de problèmes économiques que nous. Oui. Oui, ils souffrent. Économiquement, ils souffrent tous les pays. Soit l'Espagne, soit l'Italie, soit la Grèce. Bientôt, on dit l'Allemagne, je ne sais pas, mais je veux dire, eux, ils ne sont plus capables de donner des aides comme avant. Ce que même les Américains, ils sont en train de se retirer, se fermer entre leurs murs pour échapper à l'aide qu'ils faisaient pour les pays du monde. Oui. Mais pourtant, nous, quand on ouvre nos portes aux investisseurs italiens, européens, français, anglais, allemands, eux, ils ont intérêt. La Siemens, elle est venue en Égypte pour faire des grands projets qu'on paye. Ce n'était pas des cadeaux ou une aide économique. Oui. On en a acheté, et notre président, il a signé des contrats avec Siemens, beaucoup qu'ils ont relevé, beaucoup la valeur de la compagnie Siemens, point de vue mondial. Oui. Aussi, on a acheté beaucoup de produits français, soit militaires, soit industriels. Oui. Ça a aidé la France aussi. Et ça nous aide à nous à avoir une technologie et à avoir une force industrielle beaucoup plus grande. Parce qu'avec la technologie européenne... Beaucoup plus sophistiquée. Sophistiquée et plus... Elle promet beaucoup au futur. Donc vous parlez de technologie à côté d'investissement. De nouvelles technologies, de nouvelles expertises. L'investissement, c'est l'investissement. En Égypte, à côté d'investissement. C'est l'investissement au niveau privé des investisseurs européens. Ce n'est plus les gouvernements européens qui vont venir à une aide économique en Égypte. Oui. Mais ce sont les investisseurs européens qui trouvent aux pays arabes, qui sont comme l'Égypte, ils trouvent une terre où ils peuvent
faire un investissement et partir de là pour tout le monde entier. Donc, est-ce que nous pouvons parler que l'Égypte représente actuellement pour certains pays européens, comme, si je peux dire, un poumon économique, un poumon industriel, pour aider les pays européens à accroître leur croissance économique? Ça, c'est sûr, parce que toute l'infrastructure qu'on a fait les derniers 3-4 ans, ça donne des facilités à l'investisseur de bouger, pas seulement pour le marché interne égyptien, mais pour repartir pour l'Asie, pour l'Afrique. Ça va aider à ça. Aussi la main-d'œuvre qui coûte beaucoup moins cher. Moi, je dirais aujourd'hui, nous sommes plus compétitifs que les Chinois. Les Chinois aujourd'hui... Pourquoi, monsieur? Parce que les Chinois aujourd'hui, si on parle des grandes villes comme Shanghai, Guangzhou, Dalian, on parle d'un ouvrier qui coûte 500-600 $ le mois. Contre l'Égypte, que jusqu'aujourd'hui, en Égypte, l'ouvrier normal, on peut parler de 150 à 200 $ le mois. Alors, nous sommes en train de devenir plus compétitifs que les Chinois, que les Indiens, mais ça nous manque. Au niveau de l'élément humain. Oui, mais l'élément humain, c'est très important. Nous sommes une force, une grande force. On doit savoir que nous sommes riches. Par nos populations rend le pays riche. Mais il s'agit comment utiliser cette richesse, comment utiliser cette richesse pour, dans le but de gagner terrain au point de vue économique international. Ça, c'est ce que je pense. Mais le futur, je vois le futur très promis beaucoup pour l'Égypte. Pourquoi? C'est une autre question. Pourquoi vous trouvez que le futur ou l'avenir de l'Égypte va être plus fructueux et ainsi de suite? Et même comment, et c'est une autre question, comment, si je peux dire, les investisseurs européens voient actuellement, les investisseurs que ce soit européens ou mondiaux en général, voient l'environnement de l'investissement en Égypte? Il n'y a pas un investisseur qui va mettre l'argent dans un pays où il y a un risque de sécurité. Ça, c'est numéro un. Ce risque, nous, on l'a presque détruit. Nous avons, je pense que nous sommes devenus un pays normal au niveau de sécurité. Nous ne sommes plus un pays de haut risque. Ça, c'est sûr. Aussi, la valeur de notre économie est en train de croître. Nous avons un taux de croissance chaque année un peu plus élevé des autres années qui sont passées. Nous avons une loi bien claire qui permet aux investisseurs de bouger, de l'argent de bouger, de rentrer et sortir sans problème. Nous offrons des terrains industriels, nous offrons des facilités et des infrastructures. Et nous, aussi bien, nous sommes redevenus, l'Égypte est redevenue comme un leader pour les pays africains. Nous sommes présidents de la Ligue africaine cette année. L'Union africaine, oui. Cela représente quoi, encore une fois, ce point exactement représente quoi pour les investisseurs internationaux mondiaux? Est-ce que l'Égypte est devenue de plus en plus un trait d'union entre les grandes régions, les régions arabes, africaines et européennes? L'Égypte, elle a été toujours le centre et un trait d'union entre les Arabes, Africains et l'Europe. Elle a été toujours. L'Égypte a perdu ce rôle petit à petit ces dernières 30 années. Mais elle a perdu complètement les derniers 2011-2012. Mais on a su, dans les 2-3 dernières années, on a su reprendre, difficilement, mais on a réussi à reprendre notre rôle comme un centre politique, économique, culturel, soit pour les pays arabes, soit pour les pays africains. Et nous sommes le seul pays
nord-africains, il n'y a pas un immigrant clandestin qui part du territoire égyptien pour l'Europe. Oui. Si on va se comparer avec le Maroc ou la Tunisie ou la Libye, chaque jour, il y a des immigrants clandestins africains qui partent pour l'Europe à travers ces pays. Oui. Nous sommes la frontière la plus sûre pour les Européens, la frontière qui n'a pas de problème. Oui. Nous sommes ouverts pour tous les pays africains. Oui. Nous sommes en train, je pense, on a beaucoup regagné la confiance avec beaucoup des Africains, y compris l'Éthiopie, que maintenant il y a un minimum de collaboration et de compréhension entre les deux gouvernements pour le bien commun. Oui. Et il y a quelques années, on parlait de guerre. C'était incroyable. Oui. C'était incroyable. Le Soudan dépend, je pense, à 80% de l'économie égyptienne. Oui. Le Soudan, il importe peut-être 60-70% de ses besoins de l'Égypte. Oui. Nous, personnellement, notre industrie, presque on a 20%, 15-20% de nos produits qui sont exportés en Soudan régulièrement. Oui. Je dirais chaque semaine. Même il y a des camions qui partent pour le Soudan. Oui. La Libye, malheureusement, avec tout le chaos qu'il y a sur la Libye, on espère que les Européens vont arrêter l'intervention des Turcs et des Iraniens en Libye parce qu'il faut aussi voir les problèmes politiques et les résoudre. Nous avons un grand problème que notre président Sisi a aussi parlé de ça au sommet. Oui. Et le problème palestinien qui est en train encore de vivre des dizaines d'années, bientôt peut-être 100 ans, il n'est pas encore résolu. Oui, bien sûr, l'Égypte a une vision très claire en ce qui concerne la résolution de ces problèmes à travers le renforcement des États, les institutions des États, ici dans le Proche-Orient, mais aussi en ce qui concerne le terrorisme et l'immigration clandestine. L'Égypte a proposé toujours cette vision, et ce n'est pas seulement le traitement sécuritaire, mais avec plus de précision, c'est la création d'un nouvel futur, un nouvel avenir pour tout le monde, pour les jeunes Africains notamment, parce que l'une des causes les plus essentielles dans l'immigration clandestine, c'est, si je peux dire, la fermeture des horizons pour les jeunes, pour les Africains. Ouais. Pas d'investissement, pas d'infrastructure, pas... Le besoin. Le besoin, le manque d'investissement et le manque des possibilités de travail. Moi, je visite beaucoup l'Afrique noire, soit en Côte d'Ivoire, Sénégal, Nigeria, Kenya. Je vois beaucoup, Éthiopie, je vois beaucoup de possibilités chez eux, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à partir parce qu'ils n'ont pas la technologie, ils n'ont pas l'investissement, ils ont des gouvernements et des lois un peu spéciales. Et ça ne facilite pas aux jeunes de ces pays de croître et de faire leur petit business. Contre complètement notre système égyptien qui, les dernières années, il a aidé tous les jeunes, tous les petits investisseurs à faire des petits loans pour commencer, au lieu d'aller travailler dans un gouvernement ou de trouver une place, alors pour faire son petit projet. Et ça, c'est vrai que c'est une petite économie. Mais ce petit qui a commencé, tout petit, commence 5 ans plus tard, il sera plus grand et un peu plus grand. Je veux dire que ça fait croître le pays entier. Oui. Ce n'est pas seulement une vision économique odienne. Oui. C'est un futur que nous en train, que notre génération d'aujourd'hui, elle est en train de préparer les générations futures. Donc pour freiner l'immigration clandestine, par exemple, et rapatrier les réfugiés, il faut avoir un investissement dans la stabilité, un investissement pour le développement, pour la croissance économique, pour la création d'un nouvel espoir pour tout le monde, que ce soit dans la région africaine ou dans la région arabe. Aussi pour le transfert de la technologie. Ouais.
aussi bien le transfert de la technologie. Ouais. Parce que ces pays, ils ont besoin de la technologie. Comme nous soi-disant, le sud de l'Égypte, par rapport au Caire, il n'a pas la même force commerciale, industrielle, au même niveau du Caire. Ouais. Mais ce qui fait dernièrement, le gouvernement ces dernières années, il est en train de pousser la croissance de l'industrie dans le sud de l'Égypte. Ouais. Il est en train de pousser ça en Sinaï. Ils sont en train d'étudier comment faire de nouvelles villes en Sinaï. La nouvelle Caire qui a été construite, c'est incroyable. La nouvelle capitale. La capitale administrative. Oui, ouais. Ce n'est plus administratif, c'est capitale administrative, industrielle, économique. C'est un peuple que bientôt 10 millions d'habitants, il sera d'ici à 10 ans dans la nouvelle capitale. Vous pensez qu'il y a une sorte de redistribution de la croissance sur les différents... Sur le territoire égyptien complet. Oui. Et vous trouvez que l'Égypte gagne de plus en plus la confiance du monde, que ce soit arabe, africain, européen, afin si je peux dire, d'appuyer l'Égypte. Ce n'est pas seulement d'appuyer l'Égypte, de relier toutes ces régions sur le trajet de la coopération au lieu d'arriver au conflit entre toutes ces parties. Oui ou non? Ça, c'est sûr. Mais il n'y a pas un conflit entre Arabes et Europe. Ça n'a jamais existé. Mais, au contraire, c'est toujours un partenariat. Oui. Mais, je veux dire... Auparavant, bien sûr, il y avait des conflits. Et même... entre peuples, jamais. Oui. Entre peuples, on jamais. ne parle pas de peuple, mais je parle... Peut-être politiquement. Oui. Peut-être politiquement. Oui. Mais malheureusement aussi, l'Europe, elle a commis un grand problème et une grande faute. Une grande faute contre l'Égypte. Oui. Quand elle a appuyé, au commencement, elle a accepté le régime qui a été par l'ex-président. Et ils ont refusé même d'appuyer le peuple égyptien qui est sorti sur la route et sur les rues pour demander le changement du régime. Oui. Mais 2 ans plus tard, les Européens, ils ont compris qu'ils devaient suivre ce qu'on a fait et nous féliciter là où nous sommes et essayer de collaborer et de copier de nous comment faire pour avoir un pays plein de sécurité et de prospérité. Malheureusement, je n'ai plus de temps. C'est pourquoi pas maintenant de vous remercier infiniment. Ça va. J'espère bien sûr vous rencontrer dans d'autres épisodes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne chance. Bonne chance, monsieur. Donc, c'était tout pour cette édition. Merci beaucoup pour nous avoir suivis. Bon suivi de nos programmes sur la TV internationale.